En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. En toute vérité, chaque dimanche entre 11h et midi sur Sud Radio, sécurité, économie numérique, immigration, écologie. Pendant une heure chaque semaine, nous débattons sans tabou des grands enjeux pour la France d'aujourd'hui et de demain. Et ce dimanche, nous avons le plaisir de recevoir l'écrivain algérien, lauréat du prix Constantinople et du Grand Prix du roman de l'Académie française, Boualem Sansal. Il nous parlera de son nouveau livre, Vivre, le compte à rebours, qui vient de paraître aux éditions Gallimard, un roman d'anticipation dans la lignée de George Orwell. Il y prophétise la fin du monde et l'extinction de l'humanité et il dénonce toutes les dérives de l'époque, du wokisme à l'écologie punitive, en passant par le néo-féminisme et la religion de l'ouverture des frontières. La fin du monde est-elle pour demain? L'homme est-il en train de s'autodétruire? Le totalitarisme est-il réellement derrière nous? Sous quelle forme est-il en train de renaître? Tout de suite les réponses de Boualem Sansal, en toute vérité. En toute vérité sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Boualem Sansal, bonjour. Bonjour Alexandre. Ravi de vous accueillir sur le plateau de Dans toute vérité. On va discuter pendant une petite heure, notamment de votre nouveau livre, Vivre, le compte à rebours. C'est aux éditions Gallimard. C'est un roman dystopique où vous imaginez les derniers jours de l'humanité et la fuite d'une partie de l'humanité, des quelques élus sur une autre galaxie. Donc on en discutera tout à l'heure, mais j'avais envie, pour commencer l'émission, de parler un peu de vous, parce que une partie de vos lecteurs vous connaissent, je vous connais, mais voilà, peut-être qu'une partie des auditeurs vous connaissent qu'à travers vos idées, à travers vos romans. Alors, vous avez un parcours tout de même singulier dont j'aimerais qu'on parle. Vous êtes donc né en Algérie, rue Darwin. Vous avez fait dans le quartier de Bellecour, qui était le quartier d'Albert Camus. Oui, c'était... Alors oui, Bellecour est un quartier très populaire, très pauvre, qu'il est toujours encore plus. Et c'est le quartier, évidemment, archi connu, puisque Camus, la famille Camus, a habité ce quartier, et que c'était des amis. Ma mère était grande amie de la mère de Camus. Elle était en fait son infirmière. Un jour, Albert avait demandé à ma mère de faire des piqûres. La maman de Camus était malade et donc une infirmière devait passer la piquer, lui administrer ses médicaments. Et donc du coup, entre ma mère qui était toute jeune, elle avait 100 âge, elle devait avoir 24-25 ans, et la maman de Camus. Et quelque chose est né entre elles. La maman de Camus était une personne aphasique et qui parlait pas, qui était un peu bizarre, limite, vraiment. Et ma mère s'est prise d'amitié, peut-être un peu aussi de pitié et d'amour. Quelque chose est né entre elles. Donc, elle passait tous les 2-3 jours lui faire sa piqûre, et puis elle faisait un bras de ménage, elle lui faisait à manger, et voilà. Et donc... moi, à cette époque... Et vous avez connu Albert Camus? Il avait quel âge, et vous aviez quel âge à cette époque? Non, moi j'étais gamin, j'avais 6 ans, 7 ans. Donc, alors, à l'époque, Albert Camus était connu, pas comme écrivain, on savait pas du tout. Dans ce quartier populaire, c'était le grand footballeur et le grand séducteur, l'homme à femme. On le voyait tout le temps avec 3 femmes derrière lui. C'était un sacré dragueur, et il plaisait beaucoup, et toutes les filles du quartier étaient amoureuses de lui. Et puis, mais pour nous, c'était surtout le footballeur, parce que voilà, il faisait partie de l'équipe de... voilà. Et puis ensuite, il a disparu, on le voyait de moins en moins, il s'était installé en France, il venait de moins en moins, parce que la guerre avait divisé les... Oui, et puis lui-même, il commençait à être mal perçu des deux côtés. Des deux côtés, oui, effectivement, puisqu'il refusait, voilà, on le rappelle, de choisir un camp, voilà, d'une certaine manière. Son dernier passage, ça je me souviens, c'était quand il était venu avec des personnalités importantes du FLN, de grands intellectuels, Boumengel et compagnie, pour lancer son fameux appel à la trêve civile. Et il a été caillassé, vraiment, de tous les côtés. D'abord par les pieds noirs, donc empêché il était monté à la tribune pour lancer son appel, caillassé de tous les côtés. Il s'est carapaté, il a été évacué.
Et même du côté des gens du FLN, lui avait beaucoup d'amis du FLN, mais c'était des intellectuels. La base, non, on ne négocie pas de trêve civile. Non, les Français, on va tous les tuer. Et ils nous ont machin, etc. La guerre se poursuivra jusqu'au bout. Donc c'est cette aile radicale qu'il a toujours emportée. Hein. Les intellectuels n'ont jamais servi que pour l'Occident donner une image du FLN, un FLN moderne, n'ont jamais eu droit à aucune, ni pendant, ni après la guerre. Ni après la guerre. Et vous êtes gamin au moment de la guerre d'Algérie. Est-ce que vous y participez d'une manière ou d'une autre? Quels sont vos souvenirs de cette période et ensuite de l'après, puisque vous avez écrit aussi sur l'après? Moi, quand on est arrivé, on habitait un village, hein, donc... j'étais chez mes grands-parents. Chez votre grand-mère. Chez une grand-mère, c'est tout un monde très bizarre, j'en parle. Dans rue Darwin, que les gens peuvent aussi lire. Il n'y a pas que le nouveau, effectivement. Rue Darwin est un très joli livre. Vous arrivez vers l'âge de 8 ans, c'est ça? Moi, même pas, je pense. 8-10 ans à Alger, c'est ça, dans le quartier de Bellecour. Et ma mère nous a récupérés auprès de cette grand-mère un peu... fantasque. C'est très, très étrange. Un peu comme la grand-mère dans... La vie devant soi Vipère... de Vipère au point, oui. Ce grand écrivain. De Radiguet, ouais. Hein? De Vipère au point, et c'est Radiguet, je dis pas des bêtises, peut-être que je dis des bêtises. Non, c'est de... non, de Bazin. Hein? De Bazin. Voilà. Hervé Bazin. Ça m'est revenu. Je cherchais aussi. Roman, aux électeurs, lisez ce roman, il est absolument fabuleux. et donc, ma mère organise notre kidnapping. Parce que contre cette femme hyper riche qui recevait les généraux français chez elle, les trucs, qui possédait la moitié de la planète et des biens partout en France, qui peut... Alors ma mère n'avait pas d'autre choix que de nous faire kidnapper, quoi. Et donc c'est comme ça que kidnappé, caché dans une camionnette, ça je me souviens, on arrive à Alger, moi rencontre avec la ville qui est en pleine guerre, des militaires partout, et au fond quelque chose d'assez sympathique. Moi, j'ai beaucoup aimé cette période-là. Gamin des rues, parce que autant on était protégé chez grand-mère et surveillé et tout ça, autant moi j'ai découvert la rue. C'était la liberté. Ouais, c'est formidable, la rue. Et c'était... il n'y avait pas de frontière entre... Parce que c'était que des pauvres. Comme le décrit Camus, en fait. Il n'y avait pas les tensions identitaires, finalement, ça ne vous touchait pas de la guerre. Elles n'ont jamais existé. Vraiment, n'ont jamais existé. C'était c'est comme les pauvres, ils vivent entre eux. Un jour ils sont bien, un jour ils sont pas bien. Ce qui peut les diviser, c'est peut-être le résultat d'un match de foot, des choses comme ça, quoi. D'accord. Ils vivent ensemble. Et donc c'était formidable, hein, ce qu'on appelait la rue d'Arvin. Hein, donc c'était pas Darwin, c'est tout à la française. Rue d'Arvin. Et malgré cette ambiance-là et le fait que effectivement les plus humbles finalement étaient peu concernés par la guerre, c'est ce que vous me dites. Vous en avez des souvenirs de cette guerre? Vous faites passer des documents, je crois, quand même, gamin, non? Si les souvenirs de Rue Darwin sont qui vivait la guerre, c'était dans les campagnes. Évidemment, parce que là, les gens du FLN, la FLN étaient présents. C'est parmi eux qu'ils recrutaient, évidemment. Dans les campagnes. Dans les campagnes. Et puis, c'était un peu leur arrière-base. Ils venaient se reposer dans les villages. Puis, ils avaient des renseignements. Les gens du village leur disaient, voilà. Et l'armée française, et notamment les services de renseignement, ont très vite compris que le village, c'est important. C'est là qu'il faut... il faut s'infiltrer, il faut avoir leurs hommes. Donc ils ont aussi recruté des Algériens qui les renseignaient sur l'état d'esprit des choses. Et puis aussi ils ont recruté les harkis. Parce qu'ils se sont dit que peut-être que le mieux pour combattre des Algériens, c'est des Algériens. Ils connaissent... donc eux ont vécu la guerre... à un moment donné, elle était très violente. Au début, rien du tout. C'était vraiment des petites... l'armée française a traité ça de manière, on va dire,
Bon, on va reconstruire les villages, on va créer des écoles, petits dispensaires, par un peu les grands frères, qu'on a fait ici dans les banlieues. On dit on va éteindre l'incendie islamiste, les grands frères, construire des salles de sport, voilà, resocialiser ces gens-là. Donc au départ c'était ça. Et ça, ils avaient créé une institution qui était à l'époque vraiment un instrument formidable, ce qu'on appelait les SAP et les SAS. La SAP, c'était la Société d'Action Psychologique. Donc on aidait les paysans, voilà. Donc, on leur donnait du blé quand il y avait de mauvaises récoltes. Et effectivement, la SAS, c'était un truc de surveillance. Il y avait construisait des forts un peu partout, des tours où les gens s'examinent. C'était un moyen d'apaiser, d'acheter la paix sociale et en même temps de contrôle social. Voilà. On continue à discuter de votre enfance et puis de votre adolescence dans cette période de guerre d'Algérie, et puis on parlera aussi de l'après-guerre d'Algérie, pardon. On parlera aussi de votre livre Vivre, le compte à rebours aux éditions Gallimard, après une courte pause sur Sud Radio en toute vérité. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour en toute vérité sur Sud Radio avec l'écrivain algérien Boualem Sansal qui vient nous parler de son nouveau livre Vivre, le compte à rebours, qui vient de paraître chez Gallimard, un roman dystopique, mais je voulais aussi parler un peu du parcours de Boualem Sansal. En première partie, on a parlé de son enfance dans le quartier de Bellecour, quartier pauvre, où vivait Albert Camus, et Boualem Sansal nous disait qu'il avait bien connu Albert Camus. Vous avez vécu donc à l'âge enfant, hein, vous êtes arrivé à Alger enfant dans ce quartier, en pleine guerre d'Algérie. Vous nous expliquiez avant la pause que finalement c'était un quartier pauvre et que vous étiez un peu en dehors de cette guerre, que cette guerre avait aussi commencé finalement avec une France qui avait réagi en essayant d'éteindre l'incendie. Il y a quand même un basculement dans la violence. Vous le ressentez à quel moment ? Le basculement, c'est que à un moment donné, des raisons du type militaire, l'armée française a lancé ce qu'on a appelé les grandes opérations de nettoyage des maquis. Les opérations pierres précieuses, et opérations jumelles, de grandes opérations militaires. Donc, toutes les armées, les fantassins, l'aviation, le renseignement, la police, la gendarmerie, traiter les maquis par zone, voilà. Donc, le Constantinois, etc., etc. Et donc là, c'était vraiment, pour les paysans de ces villages, c'était... ils ont fait ce que peut-être, ce qu'on reproche à Israël de ne pas avoir fait, c'est que l'armée française à cette époque, pour pouvoir nettoyer les maquis, déplaçait les populations. Donc on venait dans un village, on embarque toute la population et on la met dans un camp. Donc il s'est créé des camps comme ça un peu partout. Et donc ensuite le village était vide. Et là on bombardait, il faut tout détruire pour empêcher le retour des... Et donc du FLN. Ce rouleau compresseur à travers toute l'Algérie, c'était la pacification. C'était le mot à l'époque. Le programme c'était ça, la pacification. Et donc, du coup, c'était fini. La guerre était finie. Le FLN, basé en Égypte, au Maroc et en Tunisie, stratégie, que faire ils ont fait ce que Hamas a fait. C'est-à-dire qu'on va passer au terrorisme. Et dans la capitale. Et c'est comme ça qu'il s'est créé ce que les gens du FLN avaient appelé la zone autonome. Donc avec un chef prestigieux, des gens d'Alger, connaissant les rouages d'Alger, et ils sont passés à la... ils se sont installés à la Casbah, parce que c'est labyrinthique, il est impossible de les... Et donc là, ils ont commencé les attentats, les assassinats, les bombes et tout ça. Et vous, en tant que population, là, vous vivez ça comme une terreur, ou vous êtes, vous croyez à la révolution à l'époque ? On n'avait pas. Les seules informations qu'on avait, c'était les informations officielles. Donc à la télévision, la radio, c'est les informations françaises. Le FLN ne communiquait pas avec la population. Tout était secret. Et donc. Quand même des choses commençaient à circuler.
On apprenait. Et là, à un moment donné, ça a atteint un tel niveau, les attentats qui se répercutaient tous les jours, l'assassin d'un policier, d'un commissaire, et là, l'État français donne plein pouvoir à l'armée. Voilà, donc état d'urgence, etc. Donc l'armée, et là c'est le débarquement des parachutistes, le 110e ou le 11e, je me suis appelé le truc parachutiste. Régiment, voilà, avec Jean-Marie Le Pen qui était là-dedans, mais aussi Jacques Chirac qui était lieutenant dans ces trucs-là. Et donc ça a été la bataille d'Alger. Ouais. Donc là c'était... mais comment attraper les poissons et seulement les terroristes? C'est la question qui se pose, qui s'est posée à Israël. C'est le grand filet. On jette le filet, on ramasse, et on trie. Et on trie comment? Par la torture. Donc l'armée passait, ramassait les gens, tous des gens à partir de 13-14 ans, quel que soit l'âge, hommes, femmes, on ramasse, on met dans les camions, on emmène dans les différentes casernes, et puis interrogatoire. Et là où on soupçonne qu'éventuellement il y a quelque chose, et notamment ceux qui ont entre 18 et 40 ans, tout ça, on peut soupçonner que... Et là, on les traite de manière... assez brutale. Assez brutale. Voire très brutale. Mais ça a duré 1 an. 1 an après, c'était fini. La bataille d'Alger n'a duré que 9 mois. 9 mois après, c'était fini. Plus d'attentats, plus de trucs et tout. Plus rien. Et là, en ce moment, le terrain, les maquis, c'était fini. Alger, c'est fini. Passage à la politique. C'est là que De Gaulle dit maintenant, on peut négocier en position de force. Ce qui n'a pas forcément été le cas. D'ailleurs, vous avez fait la comparaison avec ce qui se passait en Israël. Vous avez également parlé au sujet du FLN, je crois, en première partie d'émission d'islamisme. Est-ce qu'il y a un parallèle entre les événements actuels et ceux de la guerre d'Algérie? Est-ce que la guerre d'Algérie était seulement une guerre d'indépendance ou est-ce qu'il y avait déjà une dimension religieuse dans cette affaire? C'est une question très fondamentale. Si on veut comprendre l'Algérie d'aujourd'hui, il faut remonter à la guerre d'indépendance. Voilà. Donc, avant on va dire, depuis toujours, il y a eu des partis du type algérien, Parti communiste, par exemple, qui était la filiale du PCF. Donc, le PCF, a recruté en Algérie, il a créé le PCA, le Parti communiste algérien, mais il y avait aussi des partis démocratiques, donc qui étaient à l'Assemblée nationale, l'Assemblée algérienne, et qui militaient pour, au début pas pour l'indépendance, mais les droits, comme un peu l'Assemblée corse, voilà. Donc il y avait toutes les tendances. Il y avait ceux qui disaient non, on va rester français, ce que nous voulons c'est des droits, des trucs, etc., etc. Et puis il y avait ceux qui étaient qui s'étaient branchés sur le nationalisme arabe, donc soit le Caire, Nasser et compagnie, soit sur Moscou, l'international, machin, etc. Et donc la classe politique algérienne s'est émiettée. Les premiers à avoir pris les armes, c'était les communistes. Après le 8 mai 1945, la fin de la guerre mondiale, la libération, la fête et tout ça, et ce jour-là, il y a eu manifestation d'Algériens qui disaient à la France, on a contribué à la libération de la France, elle doit nous donner des droits. Répression, les Algériens parlent de 45 000 morts, les Français parlent de à peu près 2 000 morts, enfin bref, on n'est pas... Et donc là, une partie des jeunes, donc ils avaient entre 20 et 30 ans, ils se sont dit c'est fini, on ne peut plus suivre les partis qui sont sur une démarche politique, là, à l'Assemblée, etc. Mais comment se déterminer pour... Et donc c'est là, ces jeunes-là, ils se sont dit on doit accueillir tout le monde. Donc ils ont créé un front, pas un parti. Ils sont les premiers à avoir créé un front. Et donc ils ont fait appel à tous les partis. Et dedans, il y avait des partis islamistes. Voilà. Alors, très étrangement, les islamistes à l'époque étaient pour l'intégration à la France. Au départ. Au départ. Ouais, parce que pour eux,
Leur idée, l'indépendance politique, ça ne veut rien dire. Nous voulons l'indépendance de l'islam. Que la France cesse d'encadrer, qu'elle nous laisse pratiquer notre religion. Vous faisiez le parallèle avec la situation entre Israël et le Hamas. Aujourd'hui, le Hamas, c'est pas forcément pour un État palestinien. Ils sont dans une logique aussi peut-être de Houma, Hamas, une logique d'islamisme, tout simplement. Le Hamas, tant qu'il était... les Palestiniens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y avait 150 partis. Les uns religieux, communistes, pro-syriens, pro-irakiens, c'était les grands partis, partis nassériens, les baathistes irakiens, les baathistes syriens, etc. Donc, et bon, arrive Yasser Arafat, et qui jouissait d'une aura particulière parce qu'il était le cousin ou le neveu du grand mufti de Jérusalem, qui avait fait alliance avec Hitler. Et il est arrivé donc à agglomérer tout le monde. Les communistes, les hyper ceci, les hyper cela, les modernistes, les religieux de différentes tendances, parce qu'ils sont parmi eux, il y a des chiites, il y a des sunnites, il y a de tout. Hein. Il est y arrivé. Mais très vite, ils se sont divisés. Ils reprochaient à Yasser Arafat, bon, on a fait l'unité, mais pour faire quoi? Tu n'arrives pas à faire avancer le dossier à l'ONU, à droite, à gauche, et même les Arabes ne soutiennent pas vraiment. Donc, au bout d'un certain temps, ils ont fait Georges Habash, le FPLP, lui dit c'est la guerre. Alors, voilà, c'est l'attentat de Munich, c'est les prises d'otages, détournement d'avions, la totale, Carlos et aujourd'hui nous y sommes. Nous y sommes encore. Et puis les religieux eux-mêmes ne s'entendaient pas trop, donc ceux qui prêchaient, ils disaient non, nous on va faire de la prédication, ramener les Palestiniens à l'islam, etc. Puis ceux qui disaient non, on va se battre pour l'islam. Mais si tu te bats pour l'islam, c'est pas contre un État, c'est forcément contre une idéologie religieuse. Donc c'était contre les chrétiens et puis surtout Israël, contre les juifs. Voilà. Et c'est la même chose. Le front en Algérie. La façade complètement, c'est sérieux, ils fonctionnent ensemble. Ils ont désigné un gouvernement, le GPRA, gouvernement provisoire de la République algérienne, une armée, la LN, dirigée par Boumedienne, basée au Maroc et en Tunisie. Mais à l'intérieur, ça tiraillait dans tous les sens. Et ils ont maintenu, ils ont gardé l'unité par la guerre. C'est la guerre qui les a obligés à maintenir l'unité. Parce que la France ne faisait pas le détail. Musulman, pas musulman, quel que soit votre objet, vous devez rentrer dans le rang. L'Algérie est française, point. Et l'idée, c'était de dire, les chefs du FLN, l'idée, c'était de dire, sous la pression de Nasser et des Arabes et tout ça, rester unis à l'indépendance. Voilà, vous déciderez quelle voie suivre. On parlera un peu de l'après-indépendance après une courte pause sur Sud Radio en toute vérité. On n'oublie pas effectivement votre livre qui pour le coup est un livre d'anticipation mais qui parle aussi du présent et du passé. Vivre le compte à rebours, c'était aux éditions Gallimard. Tout de suite sur Sud Radio en toute vérité avec Boualem Sansal. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour sur Sud Radio avec Boualem Sansal, le grand écrivain algérien, lauréat du prix Constantinople et du grand prix du roman de l'Académie française, auteur de nombreux livres, essais, romans et qui sort un nouveau roman d'anticipation dans la lignée de George Orwell, Vivre le compte à rebours, c'est aux éditions Gallimard. On parlait avec Boualem Sansal, cela dit, avant de parler du futur et de son roman, on parlait du passé de cette guerre d'Algérie. Vous nous avez expliqué que finalement il y a eu un front uni pendant la guerre, mais qui mélangeait beaucoup de monde, avec des gens qui voulaient simplement l'indépendance des droits politiques et d'autres qui avaient un projet islamiste. Ensuite, ce sont les islamistes qui vont l'emporter. Vous l'avez raconté dans Gouverner au nom d'Allah. Vous ne l'avez pas vu venir là à l'époque. Vous êtes plus un gamin, vous êtes déjà un jeune homme, je suppose, Boualem Sansal. Et vous voyez petit à petit le paysage changer. Comment ça se passe ? J'en parle dans un petit essai que j'ai publié à... Gouverner au nom d'Allah, hein, c'est bien ça Non, c'était...
Oui, dans Gouverner au nom d'Allah, mais notamment. aussi dans un autre petit essai, Lettre d'espoir et de compassion à mes compatriotes, quelque chose comme ça, où je disais que nous, Algériens, on doit regarder l'histoire comme elle s'est passée, pas des légendes comme ça. Donc, alors, oui, effectivement, donc l'indépendance arrive, mais qui a pris le pouvoir à l'indépendance? C'est l'armée. L'armée, elle était du type, elle était dans la lignée du panarabisme. Parce qu'à l'époque, chez les Arabes, il y avait deux grands courants. Le panarabisme, donc ils ont construit une nation arabe, qui a donné naissance à la Ligue arabe, etc., etc. Et puis, il y avait le pan-islamisme. On se regroupe, on fait unité, pas autour de la race, parce que, bon, il y a des berbères, il y a des trucs, il y a de tout dans le monde arabe. Hein. Et puis, il aurait pu y avoir, par exemple, des pieds noirs, on fait l'unité autour de la religion. Et donc, ça dépasse le monde arabe. Donc, il y a l'Indonésie, il y a 52 pays dans l'Alliance islamique mondiale, hein, alors que dans les pays, pour le panarabisme, c'est 20 pays. Et en mettant là-dedans des pays qui ne sont pas vraiment arabes, comme le Soudan, Mais c'est finalement, petit à petit, c'est le pan-islamisme qui l'emporte sur le nationalisme. Dictateur, un véritable dictateur, Poutine, donc il maintient les trucs, il est resté sur le panarabisme, mais un panarabisme ouvert, moderne. Il faut investir, industrialiser le pays, profiter de du pétrole pour, etc., et faire un pays moderne. Parce que la nation arabe doit être puissante. Donc il faut qu'elle ait sa propre industrie, sa propre... Donc ça a fonctionné sur cela. Mais il n'est pas éternel, il est mort. Et là, la faction islamiste qui vivait un peu dans les strapontins du FLN, se disent l'occasion est là. Il faut, avec le nouveau président, alors le nouveau président, Palo, truc, gars pas très affairé, n'avait pas vraiment des idées, voilà, c'était un bon vivant. Puis et il était même plutôt moderniste. Hein. Et là, ils ont profité, ils l'ont phagocyté très vite. Et là, islamisation, première étape, islamisation du pays. Avec le voile qui est une des premières étapes, l'arabisation aussi à l'école, la langue arabe à l'école. D'abord, ça a été ça. Ça a été ça, l'arabisation, l'enseignement de l'islam à l'école, 1 heure par semaine, ensuite 2 heures par semaine, 3 heures, 6 heures par semaine, ça faisait que monter plus construction de mosquées, d'instituts islamiques partout. Et donc, en ce moment, on a changé de stratégie, on est sorti de la coopération avec l'Égypte et tout ça, on a été vers la coopération avec l'Arabie, les pays fournisseurs d'islam. Hein. Et donc, à un moment donné, les islamistes, le pouvoir leur a cédé la population. Hein, on garde l'armée, le pouvoir central, et puis bon, la population, si elle veut vous suivre, qu'elle vous suive. Hein. Et donc c'était ça, et ils ont réussi très rapidement. Après, ils se sont dit, il faut maintenant aider nos frères qui sont en Occident, qui sont perdus. Il faut aller les récupérer. Donc, comment les frères musulmans, etc. Et justement, il y a quand même, après ça, il y a une période de guerre civile, hein, la décennie noire, qui est un peu l'autre guerre d'Algérie. Est-ce que vous avez beaucoup décrit justement ce qui se passe en Occident? Est-ce que c'est comparable à cette période des années 90 en Algérie mais aujourd'hui? Ce qui se passe aujourd'hui, c'est très exactement ce qui s'est passé en Algérie dans les années 80. Donc, on a vu, les islamistes, on ne les voyait pas, on ne savait pas qui c'était. Ils commencent à s'afficher déjà de manière vestimentaire. Ensuite, ils commencent par régenter des quartiers où ils sont majoritaires. Donc, fermeture des bars, des trucs, des machins. Toutes les filles doivent porter le voile. Et puis, il faut s'éloigner de l'administration. Il faut suivre l'administration islamique, la charia, pas la justice, etc. Et puis, et donc, à un moment donné, ils ont occupé les rues. La rue est une arme fantastique, hein, qui occupe la rue, a le pouvoir. Hein. Et voilà, et donc c'était les manifestations quotidiennes. Enfin, c'était absolument vivable. Et ils ont aussi ce qu'ils appellent l'islamisation de l'environnement. Parce qu'il dit plutôt que de convertir les gens
le succès n'est pas garanti parce qu'il peut nous mentir, il peut venir à la mosquée, mais il peut rester le voyou qu'il est. Hein. Par contre, en islamisant l'environnement, il va vivre dans un environnement, il va s'auto-islamiser lui-même. L'islamisation faite par des institutions et des imams donne des résultats, mais l'islamisation par soi-même, on se bat la coupe, comme les wokistes en France, et beaucoup de socialistes, et ils sont dans la même démarche. On les a colonisés, on les a tués. Et nous, on disait cela. Alors, quand même, ces musulmans, on les a brutalisés, on les a empêchés de vivre leur religion, et puis après tout, et puis on comprend. Donc c'est pareil, hein, c'est très, très, très similaire. Et à un moment donné, ils étaient tellement forts, et pressés par... il y avait un programme quand même mondial, hein, c'était dire rapidement... on reprend la conquête parce que ça y est, maintenant il faut arrêter la conquête interne, elle est faite. Ça y est, maintenant tout le monde s'est rangé derrière l'emblème islamique, et donc il faut porter ça à l'international. Et les militaires ont eu peur, et donc ils ont dit, nous allons faire ce que finalement les Français, ils avaient raison, on va lancer les grandes opérations. Pierres précieuses, jumelles et tout ça, on va les ratiboiser, ils sont dans les maquis, on va les écraser, et en ville, on va faire ce que l'armée française a fait. On lui a confié les pouvoirs de police et la justice, voilà. Et donc, on ramasse, on torture, on les a mis dans des camps, ils ont fui, beaucoup ont réussi à fuir, ils ont été beaucoup aidés aussi, en Allemagne, en France, aux États-Unis... Donc, voilà, c'est exactement, en 300 livres, très exactement. Le même scénario. Vous êtes, cela dit, vous avez choisi de vivre en Algérie, même si vous combattez à la fois l'islamisme et à la fois le régime militaire. Vous êtes un peu comme Camus à l'époque, dans aucun camp, Boualem Sansal. Pourquoi avoir fait le choix de rester en Algérie et comment ça se passe? Vous écrivez uniquement en français, vos livres sont diffusés là-bas? Ou certains, oui. Pas pour le grand public, ils se vendent. On le trouve dans certaines librairies, mais ils ne sont pas affichés en vitrine, hein, parce que mon nom peut être perçu comme quelque chose de dangereux pour le libraire, quoi. Hein. C'est ce que m'avait dit un jour un libraire allemand. Il m'a dit, je vends beaucoup de vos bouquins, mais je vous mets jamais à la vitrine. J'ai dit pourquoi? Mais j'ai pas envie qu'on me casse la vitrine. et donc, non. Alors oui, effectivement. Bon, moi, je pense qu'il faut. Se battre, c'est très bien, mais se battre où? Là où ça doit être efficace. La France est un grand pays, il peut se défendre. Mais il y avait une autre raison plus personnelle. Moi, j'ai pas envie d'être un émigré. Si je vais en France, je vais venir avec un passeport français. Voilà, je veux être français, débarquer en tant que français. J'ai pas envie de servir sur deux chaises, là, comme ça. Moi, j'ai toujours fait le reproche à beaucoup de mes amis, même des parents. Tu étais en France depuis quand? Ça fait 30 ans. Et tu es toujours algérien? Alors, c'est pas normal, ça. Tes enfants, ils sont français, ils vont à l'école. C'est pas normal. Donc vous avez préféré être... C'est ton pays. C'est ton pays. Eh ben, vis, voilà. Défends ton pays, tu t'intègres. Sinon, vous êtes là, c'est très bizarre, moitié chien, moitié chat. C'est pas normal. Donc voilà, moi j'ai refusé ça, j'ai toujours donné cette explication. Vous avez fait le choix de rester algérien pour le pire, je dirais, et pour le meilleur, en essayant de changer. Une estafette vient m'amener mon passeport français, je ne rentre pas demain à Alger. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Si vous voulez, on lance une pétition tout de suite sur Sud Radio pour que Boualem Sansal ait la nationalité française, vu comme il sert la francophonie. Sans passer par la case émigré. Il le mérite. Vous pourriez le mériter parce que vous défendez la littérature française et les valeurs françaises. Merci Boualem Sansal, on continue à discuter. On parle enfin de... Non, c'est pas fini. On parle enfin de votre livre parce qu'on a exploré beaucoup le passé. Il est temps de parler du présent et du futur, de vivre le compte à rebours chez Gallimard. C'est après une courte pause, c'est toujours sur Sud Radio et c'est en toute vérité.
En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour en toute vérité avec l'écrivain algérien Boualem Sansal, auteur de Vivre le compte à rebours chez Gallimard. Nous allons enfin en parler parce qu'on a beaucoup parlé de Boualem Sansal, de son parcours, de sa lutte contre l'islamisme. Mais il faut aussi parler de ce roman dystopique passionnant, un peu dans la lignée, encore une fois, de George Orwell. Vous aviez déjà fait 2084, dans lequel vous imaginiez un monde où finalement il y avait une forme de totalitarisme islamiste. Là, c'est un peu différent. C'est une partie de l'humanité qui apprend que l'humanité va disparaître. Une soucoupe volante qui vient chercher quelques élus. Vous décrivez la situation. Il y a un côté fable. Est-ce que si vous choisissez finalement le roman d'anticipation de plus en plus, c'est finalement pour pouvoir parler du présent, des totalitarismes qu'on a décrits en première partie d'émission, de manière plus libre? Je veux dire, raconter la réalité, c'est pas si intéressant que ça. Les gens vivent la réalité, donc ils n'ont pas besoin qu'on vienne leur dire que la vie est difficile, que ceci, que ça. Ils le savent, ils le vivent durement. Donc il faut plutôt ouvrir des pistes. Et la première piste, c'est de dire, n'attendez plus rien de la Terre. Dans 20 ans, elle ne pourra plus nous nourrir. Déjà, on l'a épuisée, on la martyrise, elle est en train de mourir sous nos pieds. N'attendez plus rien des États. Ils sont arrivés au bout de ce que l'administration, la gestion, la politique peuvent donner. Les problèmes sont trop importants pour les petits présidents et les petits ministres qu'on se donne. Et ils n'ont pas l'envergure. Et puis le temps des hommes d'État, c'est fini. Donc il n'y en aura pas. Et des grands dictateurs éclairés, c'est fini. Alors, d'où viendrait le salut? Moi, je pense qu'il ne peut venir que de la science. Que de la science. Vous êtes ingénieur, on le rappelle, vous avez une formation d'ingénieur. Voilà. Mais on a de bonnes raisons aujourd'hui de le penser, parce que maintenant on a une bien meilleure connaissance formidable et qui s'accélère d'une manière très très rapide ces 20 dernières années, notamment depuis le lancement de ce télescope de James Webb, qui avec Hubble qui l'avait précédé, qui amène une masse d'informations extraordinaires, qui est en train déjà de faire de nous des extraterrestres. On navigue maintenant dans l'espace, on le comprend. On a découvert, par exemple, on s'était posé la question, est-ce qu'il y a des endroits dans l'espace où on peut vivre? On a trouvé une planète, exoplanète, on les appelle les exoplanètes, où les conditions semblent très similaires à celles de la Terre. Il y a de l'eau, il y a de l'oxygène, donc on se dit, mais s'il y a tout ça, donc il doit y avoir la vie. Et depuis maintenant 20 ans, la première découverte d'une exoplanète, on est maintenant 10 ou 15 000. Et on en découvre 1000 chaque moment. Donc l'univers est plein d'exoplanètes parfaitement vivables, où on peut débarquer sans avoir besoin de scaphandres, de trucs. Il y a de l'eau, il y a de l'air, il y a... voilà. Et fertile, de la terre qui ressemble à la nôtre. Donc, et puis en plus, on a maintenant développé des instruments de la connaissance, notamment les ordinateurs, l'ordinateur quantique qui arrive, et l'intelligence artificielle. Donc, on est maintenant prêt à sauter dans les étoiles. On est prêt. Et donc, on commence déjà à installer des bases à partir desquelles on est ensuite capable de bondir. Donc, je pense que les 30, 40, 50 prochaines années, il va y avoir des révolutions. Voilà. La Terre ne peut plus rien pour nous et nous ne pouvons plus rien. Et alors, il dit... C'est quelque chose de très pessimiste. Non, c'est merveilleux. Parce que la Terre, c'est petit. L'univers est vaste. Donc on pourra aller d'une planète à l'autre. Oui. Alors à condition, vous comptez sur la science, mais je dirais à condition que l'homme croit aussi toujours à la science. Et dans votre livre, vous êtes assez critique face à un certain nombre d'idéologies qui semblent abandonner la raison, être totalement déraisonnables. Il y a le wokisme, mais il y a aussi une forme d'écologisme punitif. Vous êtes tout à fait contre. Oui, parce que quand il y a des régressions, qu'on a peur et tout ça, on a tendance à aller vers le magique. Donc on attend des choses d'illuminés qui se posent comme prophètes.
des gens qui viennent avec des idéologies censées tout régler, tout. C'est normal, ce passage par la magie est assez normal, hein. Mais maintenant, on se réveille. La science, maintenant, vraiment, elle a fait des progrès extraordinaires qui se diffusent maintenant dans les milieux scientifiques, mais qui commencent aussi à se diffuser dans la société. On croit de plus en plus à la possibilité que le salut vienne de l'espace. S'il ne vient pas, nous, on peut y aller. Peut-être dans un siècle, on pourra débarquer sur la première exoplanète. Et du coup, ça pose la question, mais est-ce qu'on est 8 milliards, mais on va être 15, peut-être, je ne sais pas. Qui est-ce qu'on va choisir? C'est toute la question. Choisir, mais déjà, regardez, maintenant, avec notre champion Elon Musk, qui organise des voyages sur l'espace, mais ne peuvent y accéder que les milliardaires, parce que le voyage coûte 500 millions d'euros. Qui peut payer 500 millions d'euros pour aller faire un voyage à 30 km seulement au-dessus de l'atmosphère, et pour une journée? Donc forcément, à un moment ou à un autre, il y aura sélection. Et ce sera peut-être les plus riches. Mais je pense que sur le plan, de manière savante, on ne va pas choisir sur cette base-là, mais sur ceux qui ont un quotient intellectuel suffisant pour s'adapter. Parce que ça va être sur le plan psychologique, culturel, un changement énorme. Hein. Et puis des gens qui sont plastiques, donc ce sera forcément peut-être des jeunes. Qu'est-ce qu'on va faire des vieux sauf si d'ici là on trouve la panacée, la médecine universelle, et donc on peut les soigner. Mais donc on prendra peut-être pas des gamins. Et là aussi, on va sacrifier beaucoup, parce que pendant 20 ans, il ne peut rien faire. On ne peut rien faire de lui, on va le nourrir pour rien. Donc, on va prendre utile, entre peut-être 15 ans et 40 ans. Mais ce thème a déjà été exploré par les spécialistes de la science-fiction maintes et maintes fois. Oui. Mais vous y apportez justement un regard aussi sur la société actuelle, puisque pour que cette issue puisse se produire, il faut aussi que les êtres humains se mettent d'accord, que justement la raison triomphe. C'est pas ce qui est en train de se passer. On a l'impression que vous poursuivez aussi votre réflexion sur le totalitarisme. Dans 2084, c'était le totalitarisme islamiste. Là, est-ce que vous diriez que justement les nouvelles idéologies, j'ai parlé du wokisme, d'un écologisme radical, sont aussi des idéologies totalitaires pour vous? Ah, mais absolument. On voit bien que le wokisme, qui était une affaire de quelques individus, donc un peu spéciaux, comme il y en a toujours, des gens un peu particuliers, mais leur discours est si bien construit, et puis il puise un peu dans nos peurs, dans notre fond un peu comme ça magique et tout ça. Maintenant, ça devient une institution, le wokisme. Est-ce que c'est une forme de religion? Oui, absolument. Oui, c'est une. La religion de la paix, c'est la pire des religions. Parce qu'on peut, comme on fait par exemple en Inde, on va stériliser les hommes et les femmes, par exemple. C'est prendre ce genre de décision. C'est de dire, à la naissance, un bébé sur 2, on ne va pas laisser vivre. On va... avant l'accouchement, on va provoquer l'avortement. L'avortement, maintenant, est une pratique courante. Donc oui, il y aura un passage totalitaire, y compris pour les scientifiques, parce qu'on ne peut pas évacuer tout le monde, on peut pas... Donc on va choisir utile. Le wokisme est déjà une religion qui gagne, qui s'installe. Maintenant, on fait le nettoyeur, on interdit Tintin au Congo. Enfin, où est-ce qu'on va? Et maintenant, les universités américaines sont pour la plupart wokistes. Il faut faire très attention. Donc, dans mon roman, Paolo fait partie d'une université qui est wokiste. Paolo, qui est le personnage principal, ouais. Oui, donc il est dans une université qui est wokiste. Alors il faut qu'il joue le jeu. Donc il se fait plus wokiste que wokiste. Et ainsi de suite. Donc oui, c'est-à-dire que le système totalitaire sont des modes de gestion rapides.
quand on a des graves problèmes comme en ce moment, ce sera le mot de la fin, malheureusement, Mohamed Sansam. Oui. Et puis on était ravis de vous recevoir comme d'habitude. On conseille votre nouveau livre, Vivre le compte à rebours. Le compte à rebours a donc commencé pour l'humanité. Je vous laisse tout de même avec les informations, et le compte à rebours va peut-être nous laisser quand même des émissions supplémentaires jusqu'à la fin de l'année. Donc a priori je vous dis à la semaine prochaine sur Sud Radio pour un nouveau numéro dans Toute Vérité.